Bon du coup, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle deck tech, la deuxième deck tech de la chaîne. Alors, sur la première vidéo, vous avez eu le droit à une deck tech d'un deck Popper, le deck mono bleu Popper. Aujourd'hui, je vous présente un deck rouge-vert en standard. Un deck rouge-vert aggro, très très agressif. Je dirais même que c'est un deck peut-être pas plus fort, mais c'est un deck beaucoup plus rapide, on va dire, que mono rouge. Enfin, beaucoup plus. Mono rouge c'est très rapide, mais ça l'est encore plus. En tout cas de mon point de vue. Certainement des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas je donne mon avis vu que c'est le deck standard que je joue en tournoi. C'est mon deck du moment, et sincèrement je prends beaucoup de plaisir avec. Donc moi je vous propose de tout de suite commencer à vous parler de ce deck que vous avez pu voir une bribe du deck sur une story que vous avez pu peut-être voir sur le compte Instagram des DS. Donc moi je vous propose de commencer tout de suite, au bout d'une minute de vidéo, on va aller vite, comme le deck. C'est ça qui est sympathique. Donc avec la première créature du deck, c'est une Vive Lance du Monastère. Vive Lance du Monastère, c'est pour un mana, une 1-2 célérité prouesse. Alors j'ai un petit problème de focus, il se fait pas tout le temps, on va essayer de faire avec. Donc cette créature, vous la jouez x4 dans votre deck. Vous la jouez x4, parce que c'est l'une des meilleures créatures du pack. Enfin, quoique, même pas en fait. Mine de rien, c'est censé, dans l'histoire de Magic, c'est peut-être la meilleure carte du deck, mais dans le paquet, il se retrouve qu'en fait, c'est pas du tout la meilleure créature. Je vous montrerai quelle est la meilleure créature, et sincèrement, elle a un nom marrant, donc je l'aime bien. Donc, Vive du Monastère, même pas besoin réellement la présenter, un de célérité pour un, qui va la voir que la prouesse, et donc, et vu qu'on joue beaucoup de tricks de combat, de boost de créatures, ça paraissait évident de pouvoir mettre une Vive Lance. Donc là, on va passer à des créatures beaucoup plus intéressantes. Là, vous avez le galopin cacophonique. Alors, le galopin cacophonique, pour 1, c'est une 1-1. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, je peux le sacrifier. Si je fais ainsi, je prolifère. Alors, cette ligne de texte ne va pas être très importante, c'est plutôt la ligne d'en dessous. Quand il meurt, il inflige le nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que vu que dans le deck, nous jouons beaucoup de boost de créatures, et bah mine de rien, il permet d'avoir un effet de surprise assez costaud. Sur des phases de bloc, ça peut paraître extrêmement puissant. J'ai gagné plusieurs parties en mettant des tricks de combat dessus, justement sur des phases de bloc. Et c'était un vrai plaisir, un vrai plaisir. Là, ça va être une petite tech, un truc qu'on voit pas tout le temps et que moi j'ai décidé de mettre en x1 dans mon deck. C'est la matrice de sensation forte Voldaren. Alors la matrice de sensation forte, c'est une 1-1 pour 3 mana. Vous allez me dire que c'est pas terrible, mais elle a le main forte 2. Main forte 2, c'est quand cette créature arrive sur le champ de bataille, je peux mettre deux marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Si cette créature, si c'est une autre créature qu'elle, elle va acquérir la capacité de la matrice du coup jusqu'à la fin du tour. Donc cette fameuse capacité, c'est pour 1, je sacrifie cette créature et elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Alors, du coup, pourquoi jouer cette carte en x1? Parce que déjà, pourquoi la jouer x1? Parce que c'est un drop 3, et nous on a un deck qui va aller très très vite, donc généralement on n'a pas très envie de mettre 3 mana dans une carte, mais celle-ci est très intéressante, parce qu'elle permet, notamment avec le galopin cacophonique, de faire énormément de bêtises, même avec d'autres créatures, dans tous les cas. En fait, elle permet de rendre n'importe quelle autre créature du deck, comme le galopin, et elle permet de rendre 2 fois meilleur le galopin. Ce que je trouve vraiment fascinant avec cette carte. C'est pour ça que je la joue que x1, mais je serai peut-être un jour, je mettrai peut-être deux amatrices dans mon pack si jamais je me rends compte que c'est vraiment nécessaire. Parce que mine de rien, ça permet aussi potentiellement de gérer une Sheoldred, qui est quand même une carte qui détruit mon pack. Là, on va passer à la seule carte chère du deck. Sachant que ce deck est vraiment un deck budget, ça coûte quasiment rien à monter, à part cette carte-là qui vaut un peu de sous. Vous avez le druide enquête. Le druide enquête, c'est pour 2 mana une 1-1. Vous allez me dire, c'est pas terrible. Mais à chaque fois que je vais lancer un sort qui est blanc, bleu, noir ou rouge, je vais lui mettre un marqueur +1/+1. Ce qui, du coup, vu qu'on joue un deck qui est majoritairement rouge, c'est quand même vachement fort. Mais il a aussi une aventure. Pour 2 mana, en éphémère, je vais pouvoir exiler les deux cartes du dessus de mon deck jusqu'à ma prochaine étape de fin. Je peux jouer ces cartes. Ça permet d'ajouter de la value dans le deck et de ne pas s'essouffler.
Parce que le désavantage des decks agressifs, type mono rouge ou dans ce cas-là rouge vert aggro, en fait c'est que les decks s'essoufflent vite. On se retrouve beaucoup à devoir jouer avec notre seul et unique main de départ, et du coup arriver au tour 3 ou 4, si on n'a pas conclu, on est quand même très content d'avoir un peu de value pour pouvoir finir l'adversaire. Là, je pense que c'est tout simplement le moment de vous présenter, à mes yeux, la meilleure créature du deck, qui a un nom très drôle, car c'est le Destructeur de Pique-Nique. Destructeur de Pique-Nique, je connaissais pas la carte avant que je découvre le deck. C'était une unco de Eldraine qui était forte, mais sans plus. Puis en fait, dans ce deck-là, c'est exceptionnel. Parce que l'aventure, on va pas vraiment s'en occuper, on va quasiment jamais le faire. Et ça permet de répartir 3 marqueurs +1/+1 entre n'importe quelle créature qu'on contrôle, ce qui peut être rigolo, mais avant tout, c'est pour 2 une 2/2, à chaque fois qu'il va attaquer. Si je possède une créature de force supérieure ou égale à 4, il va acquérir la double initiative. Ce qui a un potentiel d'agression monstrueux, c'est la deuxième créature du paquet qui est capable de one-shotter l'adversaire, car c'est possible dans ce deck-là. Il y a les galopins et les destructeurs qui sont capables de one-shotter l'adversaire. C'est très drôle, je l'ai déjà fait, c'est exceptionnel. Ça, en fait, quand vous réussissez à faire ça dans votre deck, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que je viens de faire? On est un peu horrifié, on se dit mais j'ai la puissance incarnée dans les mains, alors qu'après on se prend Anti-Bet et Ouvras et après on chiale. Ouais, c'est un deck qui est très sensible à Anti-Bet Ouvras, donc on a quelques cartes pour lutter contre les Anti-Bet, mais sincèrement, à partir du moment où le deck va jouer noir, notre game va être compliqué. Donc là, on va passer à l'une des meilleures cartes du deck, pareil. Là, nous avons Kumano affronte Kakazan, l'un des meilleurs tourins rouge de l'histoire de Magic, j'ose le dire. C'est un enchantement, une saga, donc quand elle va arriver sur le champ de bataille, on va lui mettre un marqueur Sapiens. Du coup, dès qu'on lui mettra le premier marqueur, on fait le premier effet. On lui fait infliger une blessure à chaque adversaire et à chaque Planeswalker. En deux, du coup, après l'étape de pioche, on rajoute un marqueur. Quand je vais lancer mon prochain sort de créature ce tour-ci, il va arriver avec un marqueur +1/+1. Et ensuite, je peux la transformer. Transformer, c'est une 2/2 célérité. Alors, c'est joué dans tous les decks aggro qui jouent du rouge. Alors, pourquoi, sachant que ça trigger sur la vigilance, pourquoi je me serais empêché de la jouer? Surtout que ça trigger aussi sur le druide enquête. Alors, bien sûr que j'allais la jouer. Ça paraissait évident. Donc là, nous avons fait tout ce qui est plus ou moins créature dans le deck. Voilà, donc effectivement, il peut paraître de ne pas avoir beaucoup de créatures dans le paquet, mais parce qu'on veut donner beaucoup de place aux boosts qui vont être la clé du deck pour gagner. Donc là, on va commencer tout de suite avec les boosts. On va commencer peut-être avec l'un des meilleurs boosts du pack, sachant qu'ils sont tous plus ou moins corrects. Donc là, on va passer avec Audace. Audace, c'est une aura pour un mana vert. La créature enchantée gagne +2/+0 et le piétinement. Et quand elle est mise au cimetière depuis le champ de bataille, je pioche une carte. Ça, c'est excellent parce que ça va permettre, si on se fait gérer notre créature, de piocher une carte. Mais en plus, ça lui donne le piétinement. Sachant que le piétinement, c'est la meilleure capacité à donner à nos créatures. Parce que vu qu'elles vont généralement avoir une très grosse force, pouvoir donner le piétinement, ça permet de débloquer des situations ou de mettre des points dans des situations où normalement on ne pourrait pas le faire. Donc on joue 4 audaces aussi, parce que il faut quand même faut que ce soit récurrent, et il faut que ce soit fort. Donc ça nous permet légèrement de lutter contre anti-bet, mais bon, sincèrement, faut pas se leurrer, les anti-bets, ça tue le deck. Donc là, on va passer peut-être au moins bon boost. Moins bon boost parce que, mine de rien, il est en rituel. Il est en rituel et c'est la colère ancestrale. La colère ancestrale, c'est pour un mana rouge, un rituel, la créature ciblée va gagner le piétinement et plus X+0 jusqu'à la fin du tour, X étant 1, plus le nombre de cartes appelées colère ancestrale dans mon cimetière. Et je vais piocher une carte. C'est en partie pour la pioche de cartes que la carte est jouée, parce que non seulement elle donne le piétinement, et en plus elle permet de piocher. Donc, et potentiellement, ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez une main vraiment pas terrible, vous pouvez cibler pendant votre tour une créature adverse avec pour pouvoir piocher votre carte. Alors, sincèrement, si vous faites ça, c'est que vous êtes désespéré et que votre partie se passe vraiment pas bien. Mais c'est possible et c'est quand même important de le souligner. Donc, je vous présente des créatures, je vous présente des boosts, mais il est aussi important de pouvoir protéger nos créatures.
Et quoi de mieux que protéger nos créatures et en même temps pouvoir la booster avec la position de Tivar. Position de Tivar, pour un mana vert et X, une créature ciblée que vous contrôlez va gagner plus X plus X et acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça permet de lutter contre anti-bet, ça permet de gagner des batailles de blocs. Et c'est une carte qui est extrêmement puissante. Extrêmement puissante, et ça, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. C'est extrêmement fort. Donc là, nous allons passer. Là, c'est le meilleur. Là, c'est le meilleur boost. Le meilleur boost de tout le deck. C'est peut-être là, mais c'est pas la meilleure carte du deck. Faut pas déconner. Mais c'est quand même vachement fort. Et c'est joué dans les listes mono rouge aussi. C'est la rage monstrueuse. La rage monstrueuse, pour un rouge, une créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et je crée un jeton de rôle monstre attaché sur lui. Le rôle monstre donne +1/+1 et le piétinement. Donc encore une fois, ça donne le piétinement et ça donne 3 de force supplémentaire. Ce qui est monstrueux, sachant notamment avec le destructeur de pique-nique, qui du coup va devenir énorme, et en plus il a la double initiative. Et là on va passer à une carte très drôle, que sincèrement je n'aurais jamais cru voir cette carte jouer un jour dans un deck fort. Parce que mine de rien, ce deck est fort et il a surtout un effet de surprise puissant. Donc c'est une carte, j'aurais jamais cru voir ça jouer un jour en compétitif. C'est la croissance gigantesque. La croissance gigantesque, vous connaissez tous cette carte, c'est obligé. Pour un vert, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Alors, des avantages de la croissance gigantesque, c'est qu'elle ne donne pas le piétinement. Elle donne pas le piétinement, ce qui est dommage. Par contre, c'est le boost qui donne le plus de force et le plus de défense à la fois. Ce qui est très bien, ce qui est très cool. On peut pas lui reprocher ça, et c'est très bien. C'est pour ça que je la joue que en x3. À la base, j'en jouais 4, mais j'ai décidé de rajouter la matrice. Donc, j'en ai retiré une, parce que, mine de rien, la carte toute seule, elle est pas très forte. Donc, j'ai préféré ajouter une carte qui, individuellement, peut faire des choses par rapport à la croissance gigantesque. Là, je débarrasse un peu ce magnifique tapis Lorcana. Oui, je fais des infidélités à Magic, mais bon, le tapis, mine de rien, vous avez interdiction de dire le contraire, il est magnifique. Un magnifique Stitch. Donc là, nous allons passer à la mana base. Mana base qui est, bon, mine de rien, plutôt basique et simple, mais je dois quand même vous la présenter. Alors cette mana base, elle est composée de 4 gorges de ligne cuivre. Ce sont les terrains de tous Phyrexian et aussi de Miranda. Mais mine de rien, ces terrains-là, ce sont les meilleurs terrains dans des decks aggro. Ce sont les meilleurs doubles terrains dans des decks aggro. Parce que, bah, mine de rien, ils arrivent tour 1 détapés, ils arrivent tour 2 détapés, ou alors ils arrivent tour 3 détapés. Ce qui est fort. Du coup, ça permet d'avoir tout de suite ces deux couleurs. Donc, on les joue x4. Après, nous jouons aussi 4 forêts de Carpulse, qui pareil sont un double terrain qui permet de faire du vert ou du rouge, mais en échange de 1 point de vie. Après, il peut faire du mana incolore en échange de 0 PV. C'est toujours pas négligeable, et en standard, on a quand même besoin de ces terrains comme ça pour avoir une stabilité dans le deck. Là, nous jouons un Sokenzan, parce que Sokenzan, ça permet potentiellement, si on n'a plus de ressources en main, d'avoir 2-1-1 célérité. Et surtout, quand on a trop de terrain, ça permet de s'en défausser pour avoir 2-1-1 célérité que derrière on peut booster et continuer à attaquer. L'une des seules cartes qui manque dans ce deck, c'est Bozejou, car je ne possède pas de Bozejou, et donc je ne l'ai pas dans le deck. Si je l'ai pas, je la mets pas dans le deck. Mais c'est une carte à mettre dans le deck à la place d'une forêt. Là, vous avez 2 Val de Roche-Ruine. Alors, Val de Roche-Ruine, vous allez me dire, c'est bizarre, c'est plutôt des decks, c'est plutôt des terrains qu'on va mettre dans des decks mid-range, pas dans des decks aggro. Mais c'est pour ça que je joue que 2, et on est toujours à la recherche de la stabilité dans le deck. Donc, on va avoir envie qu'il soit là, présent, pour nous donner toujours nos 2 couleurs. C'est pour ça qu'on joue également 2 portails trans. 2 portails trans, c'est à peu près le même effet que les gorges de ligne cuivre, sauf que lui, quand il va arriver en jeu, je vais devoir choisir un type de terrain de base, et il va acquérir ce type. Et à chaque fois que je vais devoir ajouter du mana, je vais perdre 1 point de vie. Un peu comme la forêt de Carpulse.
Alors pareil, il sert à fixer le mana. J'en ai parlé à quelques amis qui me disent que c'est pas forcément excellent. Pour l'instant, je le garde parce que j'ai pas trouvé meilleure solution. Mais à l'avenir, je peux l'enlever et mettre par exemple à la place Mirax. Mirax, c'est vrai que c'est fort et ça permet de potentiellement faire durer la partie. Donc pourquoi pas. Nous avons deux forêts. Deux forêts dont une que vous pouvez remplacer par un Bozéjou. Et le reste, nous avons 5 montagnes, 5 belles montagnes. Vous avez tout ça pour la mana base. Alors, on joue pas beaucoup de terrain, mais c'est normal vu qu'on joue aggro. Maintenant que la mana base est terminée, nous pouvons maintenant passer tout simplement au side. Le side qui permet, entre guillemets, qui va en général permettre de midrangiser le deck, parce que l'un des défauts du deck, c'est lutter contre les anti-bêtes. Donc, on va commencer tout simplement avec une colère du gueule froid qui est en x1. C'est un boost de créature qui va permettre de... Oula, j'ai le focus qui part en vrille, je suis désolé. Qui va permettre de booster la créature, lui donner le piétinement et de pouvoir détruire un artefact. Parce que, étant donné que le deck ne possède pas de gestion d'artefacts, ça peut permettre de lutter contre des goélettes adverses ou autres artefacts jouables en standard. Il y en a plusieurs, mais j'oublie leur nom, je ne sais plus. Vu que je joue pas beaucoup en standard, à part occasionnellement en tournoi, je suis pas vraiment, on va dire, au courant de ce qui se passe. Nous jouons 2 traitements royaux. Traitements royaux, ça permet de protéger la créature. Pour un vert, une créature ciblée que vous contrôlez qui a la défense talismanique jusqu'à la fin du tour, et on lui attache un jeton rôle royal attaché sur elle. Le jeton rôle royal lui donne +1/+1 et la parade 1. Donc ça va permettre de rendre votre créature difficilement gérable. Donc contre les decks avec beaucoup d'anti-bêtes, c'est plutôt cool. Là, vous avez le barrage lithomantique. Barrage lithomantique pour un rouge. Il dit que ce sort ne peut pas être contrecarré et il inflige une blessure à une cible créature ou planeswalker. Ou il inflige 5 blessures à la place si la créature est blanche ou bleue. Alors, pourquoi jouer cette carte? Parce que Raffine existe en standard, et c'est la meilleure réponse à Raffine, parce que ça contre la parade, et ça lui met 5. Donc c'est la meilleure réponse possible à faire. Après, vous avez une autre créature dans le set qui s'appelle la Libératrice de l'Horizon. C'est une 2/2 diurne, loup-garou. Mais pour 1, on peut la sacrifier pour détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Transformer, ça donne ça. Transformer, ça donne la casse-piège hystérique, c'est une 3/3. Pour 1, je peux la sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Et à chaque fois qu'elle attaque, je détruis un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Donc, si on arrive à la transformer, ça va devenir une vraie plaie pour l'adversaire. Généralement, c'est pas ce qui arrive, parce que vous voulez toujours jouer des cartes, vous voulez toujours rester dans l'agression. Donc, généralement, vous n'allez pas la jouer transformée, mais c'est toujours sympathique à faire à l'occasion. Donc, là, je vous montre des cartes pour lutter contre anti-bêtes, ou contre les enchantements ou les artefacts. Mais l'une des plaies principales du deck, c'est Sheoldred. Alors, comment on fait pour lutter contre Sheoldred? Il faut jouer des frénésies du pisteur de sorcière. Alors ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature qui a attaqué ce tour-ci, et elle inflige 5 blessures à une créature ciblée. Et 5 mana, c'est pile égal à l'endurance de Sheoldred. Sheoldred, bien sûr, créature légendaire pour 4 mana, 4-5 contact mortel. À chaque fois que je vais piocher une carte, je vais gagner 2 points de vie. À chaque fois que l'adversaire va piocher une carte, il va perdre 2 points de vie. Carte qui est une véritable plaie contre les decks aggro. Les decks aggro sont quasiment battu à partir du moment où une Sheoldred est résolue, mais la frénésie du pisteur de sorcière permet justement de lutter contre cette Sheoldred et potentiellement gagner contre Sheoldred. Dernière carte de side, nous avons la Forge d'Urabrask. Alors pourquoi jouer des Forges d'Urabrask? Parce que tout simplement, c'est l'une des meilleures cartes contre anti-bête, parce que à partir du moment où l'adversaire n'a pas de gestion d'artefacts, vous allez pouvoir tous les tours potentiellement lui infliger des dégâts. Alors du coup, au début du combat, pendant votre tour, vous allez mettre un marqueur pétrole sur la Forge d'Urabrask, puis créer un jeton de créature X1 rouge Phyrexian et horreur, avec le piétinement et la célérité. Piétinement et célérité, c'est vraiment une valeur ajoutée, parce que du coup, vous avez une agression qui est constante.
X étant le nombre de marqueurs pétrole sur la forge de Rabrask. Et à la fin, on sacrifie ce jeton. Bien sûr, vous en jouez 4 parce que votre pire match-up, c'est quand même les anti-bêtes. Bon, nous avons fait tout le tour du deck. Alors, bien sûr, comme j'ai pu le répéter, les bons match-ups, c'est avant tout... Ouais, on a fait le tour. Donc, les bons match-ups de ce deck, c'est quand même les decks, on va dire, blanc-bleu. Les decks blanc-bleu contrôle, on a plutôt un bon match-up contre eux parce qu'on va aller plus vite qu'eux. Malgré leurs quelques interactions, ils en ont quand même moins que les decks noirs. Donc les decks à base noire, c'est vraiment les plaies du deck. On a vraiment un match-up qui est vraiment pas terrible. Nous sommes très bons contre les decks ramp. Contre les decks, ouais, puis on va avoir du mal contre certains decks midrange. Tous les decks midrange à base noire, on va avoir du mal. Mais sinon, c'est vraiment, on va dire, facile de gagner des games contre par exemple mono rouge ou, ouais, des match-ups blanc-bleu contrôle ou des decks ramp. Alors en deck ramp, nous avons potentiellement il y a des decks combo qui, par exemple, vouloir ramper dans un sort à 1 vert, 1 bleu et 3 X pour copier X fois un permanent, X permanent ciblé. Généralement, on a un bon match-up parce que le deck n'aura juste pas le temps de réaliser sa combo, entre guillemets. Et du coup, c'est ça. C'est un deck qui est parfait pour prendre de vitesse les decks. À partir du moment où la partie est stabilisée, vous avez quasiment plus aucune chance de l'emporter. Nous avons quelques cartes qui sont envisageables dans le deck, notamment dans le side. Dans le side, nous avons Sauvegarde de Tamio, qui est envisageable dans le deck, à la place de traitements royaux, c'est envisageable. Moi, j'ai préféré jouer des traitements royaux parce que ça apporte un boost à ma créature, mais des sauvegardes de Tamio, c'est peut-être même un peu plus fort. Donc, à la limite, vous choisissez entre les deux, vous avez le choix. Nous avons aussi une carte de la dernière extension, Libération musclée. Pour 2, un rituel, je vais regarder les 6 cartes dessus de mon deck, et je peux révéler une carte de créature parmi elles, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Je peux la mettre sur le champ de bataille. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si j'ai pas mis de carte révélée sur le champ de bataille de cette manière, je la mets dans ma main et le reste en dessous. Ça permet d'avoir un sort de value qui va m'apporter une créature. Tour 2, ça va m'apporter une créature, vous jouez suffisamment de créatures pour ça, pour pouvoir potentiellement en révéler au moins une. Et vu que vos créatures coûtent toutes en moyenne 2 ou 1, c'est parfait. Ou encore, carte qui est envisageable, vous avez Ruby. Ruby, la traqueuse audacieuse, c'est une 1-2 pour 2 célérité. À chaque fois qu'elle va attaquer, pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, elle va gagner plus 2, et elle permet d'ajouter du mana, donc potentiellement d'ajouter des tricks de combat supplémentaires. Donc, le petit tour de mon deck standard est terminé. J'espère que cette deck tech vous a plu, malgré les quelques petits problèmes de focus. Je suis désolé, hein, j'ai pas réussi à faire mieux là-dessus. Donc en tout cas, j'espère que cette deck tech vous a plu. Si vous avez des questions dans le deck, des questions sur le deck, n'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne des DS, ça nous fait plaisir et ça nous apporte du soutien. Donc, je vous souhaite un très bon apéro et à la prochaine.